J'aime le couscous. Ah, c'est une confession que je vous fais ce soir. C'est le scoop que je voulais faire à BFM sur votre antenne, cher Benjamin Duhamel. J'aime le couscous. J'adore le couscous. On n'en attendait pas moins. Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, on est obligé de parler de Pierre Palmade. Regardez les images de l'humoriste sous bracelet électronique de retour à son domicile. C'est grave ou gravissime? Franchement, c'est le 2 poids de mesure hallucinant, comme d'habitude en France. Avant de commencer cette petite réaction, je suis obligé de remercier tous les tipeurs. C'est grâce à vous que la chaîne continue à perdurer. Alors je remercie Farida Azouk, je remercie Brett Rénovation, je remercie Charlie, Néo, Framboise, Pascal, Franklin Gill, Sunkel Rock 67 et Philippe. Merci à vous 10 du soutien, ça fait extrêmement plaisir. Alors avant de parler de cette affaire comme quoi il est sorti le Pierre Palmade, on va se remettre les faits à jour quand même. Parce que je pense bien qu'entre vous, il y en a qui ont oublié. Affaire Pierre Palmade, peine encourue, état des victimes, 5 questions sur le procès de l'humoriste jugé pour blessure involontaire après un grave accident sur la route. 21 mois après avoir percuté une voiture en plein fouet et sous l'emprise de drogue, l'acteur et auteur comparé mercredi devant le tribunal correctionnel de Melun. Pierre Palmade de nouveau sous le feu des projectiles, mais ceux de la justice cette fois. Plus d'1 an et demi après le grave accident de la route qui a provoqué sous l'emprise de drogue, le comédien de 56 ans a rendez-vous au tribunal correctionnel de Melun. Vous vous rappelez quand je vous disais, il n'y a pas si longtemps que ça, faut savoir que les faits, ça remonte à pas très loin, 2023. On est début 2025, ça y est, il est à la maison, il est au chaud, tout se passe bien. Et je rappelle les faits quand même, hein, il a enlevé une vie. Bref, on va continuer. Quelles sont les circonstances de l'accident? Il est 6h45 le vendredi 10 février 2023. Lorsque les pompiers sont appelés pour un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules sur la route départementale au niveau de Villiers-Bière, au Seine-et-Marne. Au volant d'une Peugeot 3008, le comédien Pierre Palmade vient percuter une Renault Mégane, arrivant en sens inverse, avec à bord 3 membres d'une même famille. Le conducteur âgé de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de 6 mois. Le choc est frontal violent. Le pronostic vital est dans un premier temps engagé. Le lendemain, le parquet de Melun ouvre une enquête pour homicide et blessure involontaire. La collision a provoqué la perte utéro du fœtus. Quant aux analyses de sang effectuées par Pierre Palmade, sur Pierre Palmade, elles relèvent qu'il est négatif à l'alcool, mais positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. L'expert précise qu'il s'agit d'une substance dérivée des catinones, généralement utilisées pour leur effet stimulant. Moi je vous le dis, je connais plein de personnes qui se sont fait arrêter, qui ont été condamnées pour beaucoup moins que ça. Le mec il a même pas fait plus de 2 ans de prison. C'est gravissime. Je le rappelle, hein, un bébé de 6 mois qui est mort. Voilà. Et derrière ça, ils ont considéré que c'était pas encore un enfant. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bref, on va continuer. Pierre Palmade reconnaît-il les faits? Le 15 février 2023, au terme de son hospitalisation à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre, Pierre Palmade est placé en garde à vue et mis en examen pour homicide et blessure involontaire par le conducteur ayant fait usage du produit stupéfiant en étant de récidiviste légal. Puis il est déjà condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants. En gros, il était récidiviste. Lors de son premier interrogatoire, l'humoriste dit ne pas se souvenir des faits, mais reconnaît sa responsabilité. Je suis complètement catastrophé d'avoir mis en danger la famille. Se lamente-t-il. Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort. Je suis dangereux à cause de la drogue. Je suis un chic type. Je suis quelqu'un de bien. Peut-on lire dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel? Et ça, en fait, c'est toujours la même musique. À chaque fois que ces personnes-là se font condamner, à chaque fois, hein, sans exception, et ben ça devient une maladie. Le mec, il est drogué, c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie. Les jeunes de quartier, quand vous les attrapez, hein, ils font pas de la prison? Ils font de la prison. Alors pourquoi ce personnage-là fait pas de prison? Ça, c'est comme Morandini. Le mec, il a été condamné pour pédo et le mec, il fait pas un jour de prison. Ça, c'est gravissime. Mais en plus de ça, il est encore à la télévision. Et ça, c'est inexplicable, hein, je vous le dis. Bref, malgré les réquisitions du parquet de Melun, Pierre Palmade évite la case prison. Le juge des libertés de son détention du tribunal judiciaire de Melun décide de l'assigner à résidence sous bracelet électronique au service d'addictologie de l'hôpital de Brosse
Brousse à Villejuif. Il sera ensuite transféré au CHU de Bordeaux dans un service de soins de suite de sa réadaptation. Et en fait, ce qui se passe en fait, c'est que les personnes, ils font même pas 1 jour de prison. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Je crois que Pierre Palmade a fait quelques mois de prison, si je me trompe pas. Il n'a pas fait... au début, on l'a mis à l'hôpital, voilà, et bien longtemps. Derrière, on lui a mis un petit bracelet électronique en attendant son jugement. Et après, il a fait quelques mois de prison près de son nouvel habitat. Parce qu'il faut le savoir, le mec a choisi sa prison. C'est quand même grave, il a choisi sa prison. Bref. L'humoriste est aujourd'hui sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, interdiction de conduire et interdiction de quitter la région Nouvelle-Aquitaine. Il est suivi en hôpital de jour 3 fois par semaine et se rend régulièrement aux réunions de narcotiques anonymes. Il a aussi entrepris une psychothérapie depuis septembre 2023, selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Je vous le dis, c'est une vraie blague. Franchement, c'est une vraie blague. Ce personnage-là a tué quelqu'un. Ce personnage-là aurait dû prendre un minimum, franchement minimum, au moins 7 ans de prison. Et ça, c'est le minimum. Même pour blessure involontaire, parce qu'ils ont appelé ça blessure involontaire. Alors qu'il y a un bébé de 6 mois, je le rappelle, qui est mort. Ces images, c'était la sortie de prison. Et cette image, en direct, vous la voyez à l'instant, Pierre Palmade qui vient donc d'être déposé devant chez lui par sa sœur, Pierre Palmade qui va peut-être dire quelques mots. Et vous le voyez, c'est Pierre Palmade qui rentre donc chez lui. Sa sœur qui habite exactement en face de sa maison. Pierre Palmade qui est donc rentré chez lui. C'est ses premières images de Pierre Palmade en direct et la maison en face, c'est la maison de sa sœur. Il n'est pas impossible que le juge d'application des peines lui ait aussi ordonné l'ordre de ne pas communiquer, pas parler. Ça peut aussi faire partie... Peut-être aussi qu'il n'en a pas du tout envie. Et alors, oui, et honnêtement, ça je pourrais... Et tout de même, dans le processus, il y a quand même eu un appel du parquet. C'était pas non plus inintéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 débats. Il y a eu le juge d'application des peines et le parquet avait fait appel, non pas sur le principe de sa libération, mais sur les horaires. Sur le volume des horaires. Voilà. Et donc, il y a eu de nouveau un débat et la chambre d'application des peines aurait pu infirmer et refuser à Pierre Palmade ce mode de détention et la chambre a confirmé avec un aménagement plus strict des horaires. Donc, il y a eu des débats contradictoires, il y a eu un appel, il y a eu 2 étages juridictionnels et à chaque fois, on a considéré que compte tenu de la nature des soins que devait suivre Pierre Palmade, eh bien, il était éligible à ce mode de détention. Et rappelez qu'en première instance, lorsque la peine est tombée, Pierre Palmade a décidé de ne pas faire appel. Donc d'accepter sa condamnation et la peine qui accompagnait cette condamnation. Il n'a pas fait appel et je voudrais juste rappeler qu'il avait eu ses derniers mots. Si j'ai une seule pensée, un seul mot, c'est pour les victimes, qu'elles puissent se reconstruire le plus rapidement possible. Je le souhaite de tout mon cœur, je les ai vues en vrai et ça m'a choqué. Et je pense que ces mots ont compté aussi dans son dossier et dans ce qui se passe. Là les amis, on va se tourner sur CNews. On nous explique quand j'étais professeur, je me souviens du jour où je n'ai plus pu parler à la première personne du pluriel. Parce qu'une partie de la classe était arabe ou africaine, se rappelle Richard Millet, écrivain, évoquant la chute du niveau scolaire. Et après ça, on va nous expliquer qu'il n'est pas raciste ce monsieur. Quand j'étais professeur, je me souviens du jour où je n'ai plus, en banlieue, pu dire nous. Parce que j'avais une partie de la classe qui était arabe ou africaine, donc j'ai pu plus dire nous. Donc j'ai pu plus... Bah vous auriez dû dire nous. Parce non, que ils étaient nés en France. Je ne voulais pas entendre parler de... c'est eux qui voulaient pas. Oui, mais non. Et j'ai respecté, parce qu'après tout, ils n'étaient pas français. Ah si, ils étaient français, ils étaient nés en France, mais ils étaient d'origine étrangère. Non, ils n'étaient pas d'origine, enfin il y en avait beaucoup qui étaient arrivés avec leurs parents, enfin, si vous voulez donc pas... Ils n'étaient pas nés en France. Ils n'étaient pas nés en France, donc je vous parle d'il y a 40 ans. Et donc ça m'a beaucoup perturbé ça. Et là, effectivement, on voit que le récit national, Isaac, Mallet, tout ça, c'est fini, on peut plus l'imposer. Puis vous avez les boucherons et les boucheras et les boucheries qui s'occupent de déconstruire tout ça. Et... Boucheron, c'est lui qui est à l'origine de... Voilà. De la cérémonie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il est au Collège de France. Oui, mais justement, c'est encore une position de pouvoir, comme vous disiez, Eric, tout à l'heure. Voilà, évidemment. Et sur ce sujet, ça part à ceux qui vous demandent de faire des efforts, les amis. Je crains que vous soyez énervés après avoir regardé cette vidéo, les amis.
Macron, il a quitté un job à 200 000 euros par mois. Non, j'aurais pas quitté un job par mois pour faire montrer, je suis désolé, il y a des limites. Mais tu dis, comment on peut quitter ce job pour aller faire serviette de François Hollande? Et d'ailleurs, comment François Hollande accepte que quelqu'un fasse ça? C'est quand même bizarre, ce mec. Il gagne 200 000 euros, venir bosser avec moi pour gagner 20 fois moins. Je pense que Macron est un agent de l'étranger. Sinon, c'est incompréhensible ce qu'il fait. Bien, il est complètement con, mais je pense pas du tout qu'il soit complètement con. Il n'est pas incompétent. Il n'est pas du tout incompétent. Au contraire, il a été choisi comme compétent. Compétent, mais mal intentionné. Mal intentionné, même du point de vue du pays. La plupart des ministres et lui, sont formés par les États-Unis. Ils vont faire leurs études là-bas et ils reviennent. Ils sont choisis à Davos. Une fois qu'ils ont été choisis à Davos, qui peuvent être premiers, ils sont choisis par la banque. Là, c'est à nouveau un banquier qu'on a. On avait déjà eu Pompidou qui avait commencé la bascule libérale, la bascule de destruction des services publics de l'État. Et puis c'est un banquier qui vient finir le boulot. Pas du tout. On n'est pas du tout en démocratie. Mais on n'est pas du tout en démocratie. Il y a une escroquerie politicienne majeure qui a eu lieu à partir du 19e siècle, qui a consisté à appeler démocratie un système qui était, écoutez-moi, il n'était pas non démocratique. Le système dans lequel on vit, le système de domination parlementaire, il est antidémocratique et il est pensé comme ça par les penseurs du gouvernement représentatif. Il s'appelle un gouvernement représentatif, pas du tout une démocratie. Et les penseurs qui étaient Sieyès en France, Madison aux États-Unis, écrivaient en toutes lettres, puis ils le rabâchaient, ils l'écrivaient, ils le réécrivaient. Ils l'ont écrit ils l'ont chanté sur tous les airs, sur tous les tons. Ils ont chanté l'air. Et là, les amis, on va se tourner vers RMC. On a Noël, un artisan français, qui va allumer Bayrou en plein direct. En expliquant, quand j'entends les propos de Bayrou, c'est un fou ce gars. C'est une insulte. S'ils veulent une guerre civile, ils vont finir par l'avoir à force de tenir ses propos. Vacances, je prends une semaine de vacances par an. Voilà, c'est tout que ça. Je peux pas prendre de vacances. Les vacances d'hiver, je connais pas. Les vacances d'été, je connais pas. Enfin c'est... J'entends des propos comme ça de Bayrou, mais c'est un fou. Les mecs, ils cumulent des retraites de députés, sénateurs, ils cumulent leurs retraites sans arrêt. Ils ont des salaires mirobolants, ils ont des chauffeurs, ils ont des trucs de ouf. Et ils viennent parler que les Français travaillent pas assez, mais on marche sur la tête. C'est juste aberrant d'entendre des propos pareils. C'est une insulte. Voilà. S'ils veulent une guerre civile, ils vont finir par l'avoir. À force de tenir les propos comme Macron qui dit de changer de trottoir, il trouve du boulot. Les propos du Premier ministre, de Attal et tout ça. Enfin, chaque Premier ministre ont toujours des propos complètement surréalistes. Ils vont finir par faire bouger le pays. C'est pas possible. Si on bouge pas avec ça, il se passera jamais rien en France. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On va voir un peu ce que pensent les Français. Alors on a Jérémy expatrié, explique: je viens de revenir en France après 20 ans. La France au ralenti. Les magasins fermés le dimanche, ouverts très tard le matin, les gens n'ont pas su s'adapter. On a Manu qui écrit: oui, en France on est en dictature, c'est le pays où on travaille le plus au monde, où il y a le moins de prestations sociales. Pas assez de congés par rapport aux autres pays. Pas assez de jours fériés, 3 petits points. Et il faut, bien sûr, une révolution. Ah mais à force de tirer sur la laisse, elle va craquer. Hein. Ça c'est sûr qu'elle va craquer. Hein. À force de tirer sur la laisse, elle va craquer. C'est simple comme bonjour. Alors on a Eddie qui écrit populiste à 2 balles de votre émission parce que monsieur pense qu'un PM ça ne bosse pas. C'est gravissime. Les mecs ils ont jamais bossé autant. Il y en a qui ont jamais bossé autant. Je vous le dis tout de suite. Les mecs ils se flinguent à la tâche. Ils se flinguent à la tâche. Moi j'ai un collègue à moi qui travaille du lundi au dimanche. Il a pas de jour. Il a pas de jour de repos. Pas de jour de repos. Et il touche moins de 3000 euros. Et ces personnes viennent se gaver et se pavaner sur les plateaux TV en expliquant que les Français ne travailleraient pas assez, franchement. Continuez comme ça et la lettre va craquer, je le répète. Et on a Philippe qui écrit: oui, enfin, il voulait surtout dire que le taux d'activité décroît à certaines périodes de la vie, jeunes et seniors en particulier. Pas qu'il va falloir travailler plus d'heures et semaines. Mais si, ils l'ont déjà expliqué qu'il fallait travailler plus. Ils ont dit, les dindons français, carrément, ils vont travailler un jour de plus gratuitement. Ça c'est cadeau les amis, ça c'est cadeau. Mais en plus de ça, voilà, la retraite, elle va tarder. Vous voyez, 62, 64, 67, leur objectif c'est 70, 72 ans, hein. Je vous le dis. Hein. De toute façon, eux, ils peuvent tenir. Hein. Leur travail est pas difficile. Hein. Le premier mongolien que je trouve dans la rue, il peut très bien faire leur boulot. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et là, les amis, un petit montage politique d'Emmanuel Macron et sa bande de mercenaires qui expliquaient aux Français qu'ils allaient baisser les impôts, qu'ils allaient baisser les taxes, que la France allait se relever. Regardez ça, ils ont cru qu'on les voyait pas. L'équilibre de notre système, il nous faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. L'idée, c'est de baisser les impôts. Le budget 2021 est aussi le budget de la baisse des impôts. La baisse massive de l'impôt des ménages. La baisse des impôts de production. La défiscalisation des heures supplémentaires. La suppression des cotisations assurance maladie, assurance chômage.
La baisse de l'impôt sur les sociétés. La suppression de l'ISF. La suppression de la CVAE. La baisse des charges sociales et salariales et patronales. La droite a rêvé de le faire et ne l'a jamais fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que cette chaîne de solidarité entre les générations, qui est le cœur de notre modèle actuel, pour la préserver, on a besoin de décaler progressivement cet âge de départ. Le président de la République est celui qui baisse le plus les impôts de tous les gouvernements que nous avons connus sous la Ve République. C'est quand même massif. Il n'y a aucune majorité qui avait agi comme ça. C'est une baisse historique que personne n'a jamais connue. C'est la plus grosse baisse d'impôts de l'histoire de la Ve République. Oui. Il n'y a pas eu de baisse d'impôts équivalente sous la Ve République. Nous sommes la majorité qui a le plus baissé les impôts depuis 30 ans. Il n'y a jamais eu autant de baisse d'impôts sous la Ve République. Qui a baissé les impôts de production pour la première fois depuis 40 ans? Nous. Et malgré la crise, nous continuons à baisser ces impôts. Si on veut recruter davantage de policiers, si on veut augmenter le salaire des enseignants qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment payés, si on veut remonter notre système de santé, pour ça, il faut créer de la richesse et ça demande de travailler un peu plus longtemps. Baisser les impôts et les charges des entreprises à hauteur de 25 milliards d'euros. 27 milliards de baisse d'impôts pendant ce quinquennat. Un objectif de 15 milliards de baisse d'impôts. Une baisse massive, 2 fois 10 milliards d'euros. Fin 2021, nous aurons baissé les impôts de plus de 45 milliards d'euros. 5 milliards de baisse d'impôts. 10 milliards d'euros de baisse d'impôts. Les impôts baisseront de 13 milliards d'euros. À nous de rappeler qu'il y a eu 50 milliards de baisse d'impôts. 27 milliards d'impôts en moins. 50 milliards de baisse d'impôts. 40 milliards d'euros de baisse d'impôts. 50 milliards d'euros de baisse de fiscalité. 17 milliards d'euros de mesures qui ont été prises. Grâce à une baisse d'impôts de 50 milliards d'euros. On a baissé de 52 milliards d'euros les impôts des Français et des entreprises. Nous sommes crédibles à dire qu'on va baisser de 15 milliards d'euros supplémentaires. À juste titre, on est en train de refonder 2 grands services publics. L'hôpital, l'école et notre sécurité. Ça coûte de l'argent. Nous ne pouvons financer cela qu'en travaillant davantage et en produisant plus de richesses. Mais moi je vous le dis les amis, on dirait des pompiers pyromanes. On dirait des pompiers pyromanes. Les mecs ils mettent le feu et après ils nous expliquent qu'il faut éteindre le feu. Mais c'est à toi d'éteindre le feu, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Maintenant on va parler un peu des chiffres. Alors un jour c'est 52 milliards, le lendemain c'est 14 milliards, le surlendemain c'est 5 milliards. Ils mentent réellement aux Français. Et ils le savent très bien. Ça se voit gros comme une maison. On a la preuve, les amis. Quand ils t'expliquent qu'ils ont fait des baisses d'impôts de 52 milliards, et le lendemain, il te dit 14 milliards, et le surlendemain, il te dit 3 milliards, ils mentent. Et ils mentent en direct. C'est pas n'importe quel politicien, c'est les politiciens qui gouvernent en France actuellement. Et c'est avec cela, vous pensez que la France va se relever? Mais c'est eux qui mettent à genoux la France, c'est eux. Et quand je vous dis qu'ils vont nous faire travailler plus, c'est pas pour rien, les amis. Regardez, chez les GG, on nous explique aussi... Les Français travaillent-ils assez? Mais on travaille, et on fait que travailler. La plupart des gens ne voient même plus leur famille. Mais bon, on a Charles Consigny qui explique. Je pense que les gens ne veulent plus travailler, et c'est rendu possible par un pays dans lequel tout est gratuit. Mais quoi? Y a rien qui est gratuit en France, y a rien qui est gratuit. Où il a vu? Moi, quand je vais à l'hôpital, je le paye, il faut le savoir. Je le paye via ma sécurité sociale. Et tout ça parce que je travaille, je cotise. Du coup, je ralasse. Rien n'est gratuit. Vous prenez votre voiture, elle est chère. Il faut payer la carte grise. Faut payer l'assurance, faut payer l'essence. Faut payer le contrôle technique. Ça, faut payer les amendes. Parce que les flics, maintenant, c'est plus des... Tu sais, quand on était jeunes, quand on voyait la police généralement, on était là, voilà, elle était là pour protéger les Français en général. Mais maintenant, elle fait peur aux Français. Elle est là pour mettre de l'oppression aux Français. Amende. Pendant que t'as des quartiers dans des zones de non-droit où on ne contrôle jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas solvables, tout simplement. Quand je vois des bandes de Roumains, des Roumaines en train de faire de la prostitution, hein? Pourquoi vous n'allez pas les arrêter? Eh ben parce qu'ils sont pas solvables, les amis. Ils préfèrent aller casquer et faire casquer les Français qui travaillent. Celui-là qui se lève à 6 h du matin à 4 pattes et qui rentre chez lui à 4 pattes. C'est simple comme bonjour. Charles, pour Flora, la France qui travaille, c'est la France qui est en arrêt maladie. Déjà, c'est tout un programme. C'est la France qui souffre. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense effectivement qu'il y a un problème de rapport presque psychopathologique d'une part de plus en plus croissante de Français vis-à-vis du travail. Je pense que les gens ne veulent plus travailler et je pense que c'est rendu malheureusement possible par un pays dans lequel tout est gratuit. Et donc effectivement, si vous n'avez pas à payer les transports, si vous n'avez pas à payer la sécu, on va y venir dans un instant à cette idée complètement folle
qui veut que, en fait, plus vous cotisez, moins vous êtes remboursé, comme intéressant. Si vous n'avez pas payé l'école de vos enfants, ni même la cantine de vos enfants, si vous n'avez pas payé votre loyer, parce que vous avez une allocation ou un logement social, si finalement vous n'avez plus rien à payer, vous n'avez pas de raison de travailler, surtout si vous pouvez percevoir quand même des revenus sans travailler. On est quand même dans une société consumériste, où on travaille pour consommer aussi. Je constate beaucoup, et c'est vrai que ça existe notamment... Et donc tu es d'accord avec Bayrou, on ne travaille pas si on ne produit pas assez. Oui, je suis d'accord. Il faudra enlever les 35 heures, travailler 39 ou 40 heures. Mais en réalité, tout le monde sait ce qu'il faut faire. C'est ça qui est quand même à se taper la tête contre Nombre les d'heures murs. travaillées par habitant en France, Luxembourg 1114, Portugal 803, Allemagne 730, France 664. Et voilà, tout est dit, Je veux dire, c'est... Bah franchement les amis, c'est une honte, mais c'est vraiment une honte totale. Ces personnes-là viennent se pavaner sur les plateaux TV, son travail il est facile. On peut le donner à n'importe quel imbécile, ça c'est simple comme bonjour. Il fait quoi en fait? Son travail il est pas difficile. Il se lève à 8h du matin, il commence à 9h, 10h du matin, tranquillement avec le café, le massage et la maquilleuse. On le voit bien, ils sont tous en costard cravate, 3 pièces, à 3000, 4000 euros le costard cravate. C'est pas difficile ça les amis, on est bien d'accord. Et en fait c'est les mêmes personnes qui n'ont jamais vraiment travaillé dans les travaux les plus difficiles, les plus pénibles. Moi personnellement je vous le dis, hein, sans me vanter, moi je dis la vérité, je suis pas comme certains. Moi j'ai travaillé dans l'industrie quand j'étais plus jeune. Et je vous le dis, hein, faut tenir, hein, faut s'accrocher. Même quand vous êtes jeune les amis, hein. Quand j'avais fait de l'industrie, j'avais à peu près 22-23 ans, j'en ai fait à peu près 5 ans, faut s'accrocher, hein. Faut vraiment s'accrocher. C'est dur. Voilà, c'est dur dans les usines. Les carrossiers, mais c'est difficile. Le mécanicien du coin, c'est difficile. Il peut pas se mettre à genoux sous une voiture à plus de 60 balais. C'est une honte. Et maintenant, il commence à nous dire, on travaille pas assez. On fait que ça. On fait que ça. C'est gravissime. C'est bien beau la productivité, mais ce système devient intenable parce qu'en plus, ce système ne tient que parce qu'il y a une fraction de gens sur lesquels sont concentrés tous les efforts. C'est-à-dire classe moyenne supérieure, tous les efforts fiscaux, les prélèvements obligatoires, etc. Ce sont eux qui sont tondus pour permettre à toute une autre partie de gens de ne pas ou presque pas travailler. Moi, c'est quelque chose que je constate, y compris effectivement chez les jeunes, une manière d'alterner l'inactivité avec l'activité, l'allocation avec le revenu, et de décrocher petit à petit du monde du travail, ou alors quand ils travaillent, une espèce de paranoïa par rapport au travail qui fait qu'on fait le moins d'heures possible. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit like et un petit commentaire pour la visibilité de la chaîne. Sur ce les amis, au prochain épisode.